Bonjour à tous, on se retrouve à l'Université de Montréal dans le cadre du partenariat que QG a engagé avec le laboratoire de cyberjustice et mes plus vifs remerciements vont une fois de plus au patron du lieu, Karim Benyeklef, dont le soutien et la confiance nous touchent et viennent appuyer les efforts de notre média en ligne QG dans son combat en France contre la dévastation du monde de l'information par les puissances d'argent. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de dialoguer une fois encore avec Alain Deneau. Bonjour Alain. Bonjour. Pour ma part, un auteur découvert en 2016 avec La médiocratie, une formidable analyse extrêmement sensible de ce que la gouvernance néolibérale fait subir aux individus, autant dans les entreprises qu'à l'université. Philosophe désormais mondialement connu et reconnu, professeur à l'université de Moncton en Acadie, auteur de nombreux livres sur le pouvoir des multinationales, l'idéologie managériale ou encore la notion polysémique d'économie. Aujourd'hui, Alain Deneau publie chez Lux, toujours, Faire que, dont le sous-titre est L'engagement politique à l'ère de l'inouï. C'est aussi le titre de notre conférence et beaucoup de gens m'ont interrogé sur ce qu'était cette inouï. Alors, je peux peut-être commencer par en donner une rapide définition. L'inouï, quand on vous lit, c'est la possibilité de vivre l'anéantissement de notre monde sous le coup des phénomènes climatiques extrêmes. C'est aussi l'impossibilité de se projeter dans un futur, même relativement proche, et l'impact, bien sûr, que tout cela a sur nos psychés, y compris sur notre psyché collective. Donc face à cela, on peut évidemment sombrer dans la neurasthénie, dans le déni. Vous en faites la phénoménologie exemplaire dans ce livre, on va y revenir longuement. Ou on peut tenter une ultime fois d'inventer une autre façon de mobiliser notre volonté collective. Et c'est bien sûr cette dernière option que vous avez choisie, cher Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. À l'Université de Montréal. Alors, je voudrais commencer cette discussion sur Faire que par une anecdote qui n'est pas très gaie, mais lorsque j'ai lu votre livre, j'ai immédiatement pensé à ça. En fait, il se trouve que le critique d'art du New Yorker, Peter Shelda, a tenu la chronique désinvolte de sa fin imminente. Il était atteint d'une maladie incurable et il n'avait plus que 6 mois à vivre. Et il a écrit ces 6 mois de façon extrêmement élégante et touchante. Le livre a été publié en français chez Séguier. Et on y lit cette phrase qui me fait vraiment penser à notre situation, à la situation de l'humanité entière décrite par Alain Deneau. Le problème quand tu meurs, c'est que tu ne peux pas demander conseil à d'autres qui l'ont déjà fait. C'est vrai qu'on est... Alors, ce qui nous arrive collectivement, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à aucune génération antérieure, en tout cas pas depuis l'invention de l'écriture. On est face à du jamais vu, on est face à de l'inédit, on est face à quelque chose d'inouï. Voilà, c'est le titre. Mais, tout à fait, il y a quelque chose qui résonne avec cette phrase. L'inouï, littéralement, c'est ce qui n'est pas audible ou ce qui n'est pas entendu. Peut-être que c'est audible, mais ce n'est pas entendu. C'est aussi l'inédit, c'est l'indicible. C'est par conséquent, d'un point de vue psychique, l'angoisse, l'absence d'objet. Bon, c'est ce qui m'a intéressé d'abord. Et il m'a semblé qu'un des problèmes que nous avons et qui explique beaucoup de phénomènes de société dans le débat public, c'est le fait que l'écologie politique est aujourd'hui en manque d'objets, en mal d'objets. Pas d'objets. Le développement durable, ce n'est pas un objet satisfaisant pour penser l'écologie politique, puisqu'il s'agit
d'un bric-à-brac idéologique qui satisfait le capital pour gagner un peu de temps. Bon, même chose avec la géoingénierie ou avec le capitalisme vert ou avec la transition énergétique qui est en fait une addition énergétique avec toute la polysémie que cela peut comporter. Et en fait, ce qu'il y a d'inouï, si on en reste à cette question, c'est une formidable mutation qui n'a pas de pendant dans l'histoire et donc qui est pratiquement impensable. Difficilement pensable. La question du climat, par exemple, si on la prend à bras-le-corps et si on l'aborde avec franchise, elle porte donc pas seulement sur un très grand nombre de conséquences graves en ce qui concerne la météorologie, en ce qui concerne l'état des côtes, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne la stabilité territoriale. Il ne s'agit pas simplement, lorsqu'on pense à la crise climatique, d'ouragans, de tornades, d'érosion des côtes, de montée du niveau des eaux, d'incendies de forêt, de canicules meurtrières. C'est déjà tout ça, c'est tout un catalogue. Mais c'est de constater que nous sommes face à un phénomène qui n'est même plus le fait de ce qu'on appelle, avec beaucoup de pudeur dans certains milieux, l'activité humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le phénomène se manifeste d'une manière autonome et exponentielle. Autonome et exponentielle, c'est-à-dire que quand bien même nous cesserions toute activité maintenant, le processus est enclenché. Et le système Terre lui-même, de lui-même, désormais se dérègle. C'est-à-dire du moment qu'il y a la fonte des glaciers, qu'il y a une perte de surface réfléchissante, que les surfaces océaniques sont plus nombreuses, foncées, captent la chaleur des rayons solaires, et on provoque ce que l'on sait, quoi, dire la montée du niveau des eaux, ce qui peut se répercuter aussi par des canicules, jusqu'à ce que des incendies de forêt nous fassent perdre des puits de carbone, sans parler du pergélisol qui fend et qui libère du méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus redoutable que le CO2, et ainsi de suite. On se rend compte que la machine infernale est déjà enclenchée, est déjà lancée. Donc, d'une part, il y a ce phénomène-là, et qui est exponentiel. Bon, et à cela s'ajoute la perte de biodiversité. C'est 1 million d'espèces qui sont en train d'être exterminées sous nos yeux, ce qui entraîne les zoonoses, des problèmes de santé publique, ainsi de suite. Bon, et on peut continuer avec la question de l'énergie, qui est peut-être pas si inédite, mais qui suppose, là aussi, et là j'ai l'impression d'énumérer un catalogue d'horreurs, mais qui suppose, je veux dire que nous allons être sevrés de ce à quoi nous sommes drogués comme civilisation. Je veux dire, sans le pétrole, la soirée n'aurait pas lieu comme elle a lieu maintenant. La perte aussi annoncée d'énergie, de minerais qui sont présentés comme étant indispensables à la transition énergétique qu'on nous présente comme une panacée, ainsi de suite. Et ce qui m'intéresse, je vais passer outre, mais ce qui m'intéresse dans cette série de phénomènes, c'est qu'elle débouche sur une situation qui est littéralement impensable, au sens où penser signifie comparer. Et je m'intéresse là-dessus beaucoup à Paul Venn, pour qui, au fond, comparaison est raison, contrairement à l'adage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une situation sans la comparer. Si on est face à quelque chose d'assez choquant, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on pense tout de suite à la Deuxième Guerre mondiale. Si on est confronté à un virus, on le compare tout de suite à la malaria, à la lèpre, à la peste et à d'autres situations du genre. Là, on est face à une situation qui est littéralement impensable. C'est-à-dire qu'on est incapable de comparer, à moins de mobiliser, et ça je pourrais en parler plus tard, mais des artistes, des gens qui font de la fiction, pour qu'on ait ce pendant. Mais sans ce pendant-là, on est face à une situation qui est extrêmement difficile à penser, qui semble en fait incroyable et qui suppose l'élaboration de beaucoup d'objets substitutifs. Alors effectivement, et d'ailleurs on peut inclure ça dans l'inouï que nous sommes en train de vivre, pendant qu'on sait tout ça, tout continue.
Chacun poursuit son activité routinière, comme si de rien n'était. Et ça, je le disais à l'instant en préambule, vous en esquissez toute la phénoménologie, en fait. La phénoménologie de ce déni qui s'est emparé de la plupart des individus sur la planète et qui peut se traduire de diverses façons. Soit une réalité alternative, bon, bah, il y a toute effectivement la question du climato-scepticisme, mais aussi vous décrivez d'autres phénomènes. Paradoxalement, ça peut aussi déboucher sur une folie acheteuse de compensation, puisque bon, bah, le shopping est moins cher que la thérapie, selon l'adage. Donc, vous décrivez un mélange à la fois d'alarmisme et d'apathie qui aboutit à une humanité qui finalement va très mal. Et on le voit, notamment le symptôme de cela étant la santé mentale des jeunes, des adolescents, notamment depuis le Covid. J'essaie de rester assez indulgent par rapport au phénomène de l'éco-anxiété, disons-le comme ça. Essayer de comprendre. On ne peut pas constater l'efficacité de l'appareil propagandiste et du phénomène d'aliénation produit par les médias de masse qui sont la propriété du grand capital, qui lui-même cherche à créer d'une part des travailleurs dociles, d'autre part des consommateurs formatés, et ensuite s'étonner ou regretter qu'une population soit incapable de transcender son désarroi lorsqu'elle est confrontée à des situations inouïes. On vous dit, l'état du climat va se transformer d'une manière telle qu'il sera sans pareil à quelques situations qui s'est produites depuis des millions d'années. Le rapport entre les espèces va tellement être modifié, il y a tellement d'espèces qui vont disparaître, la chaîne alimentaire universelle va tellement être perturbée qu'elle sera comparable à rien. C'est tellement incroyable que dans ce désarroi, dans cette angoisse, on cherche des objets de substitution. On cherche des objets de substitution qui peuvent être, qui peuvent en quelque sorte satisfaire, enfin, au fond, donner à cet état de vide ou à ce désarroi un objet sur lequel s'appuyer. Je préfère parler d'éco-angoisse que d'éco-anxiété, parce que l'éco-anxiété est mal nommée. Un des problèmes qu'on a avec l'enjeu écologique, c'est que très souvent, l'enjeu écologique est pris en charge par les sciences exactes. Les sciences exactes, de plus en plus, font de la science sociale. C'est l'affaire Sokal-Bricmont à l'envers. C'est que ce ne sont plus les philosophes qui se mettent à emprunter aux sciences exactes toutes sortes de concepts pour fabriquer des métaphores. C'est très souvent dans le domaine des sciences exactes qu'on se met à emprunter à la sociologie, à la psychanalyse, à la philosophie, à l'éthique, pour essayer de donner un sens à des recherches qui sont strictement positives. Et donc, là, on se donne, on fait des éléments d'explication pour essayer de comprendre ce dans quoi on est. On parle d'éco-anxiété, alors qu'en réalité, ce à quoi on est confronté, c'est l'éco-angoisse. L'angoisse, qu'est-ce que c'est par rapport à l'anxiété? Il peut y avoir d'éco-anxiété, mais ce qu'on vit comme société, essentiellement, c'est de l'éco-angoisse. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse, c'est une émotion qui n'a pas d'objet correspondant. C'est une bouffée d'émotion qui peut être durable, beaucoup plus que le développement, qui peut être permanente et qui consiste en un profond malaise qui n'a pas de pendant. Contrairement à l'anxiété qui, au contraire, est une façon de surinvestir un objet. Donc, quand il y a éco-angoisse, c'est qu'on sent que ça ne va pas. On sent que nous sommes confrontés à des risques majeurs et à des scénarios catastrophiques probables, que nous sommes saisis par de très grandes transformations climatiques, écosystémiques, ainsi de suite. Et nous sommes incapables de penser cela, c'est-à-dire de se donner des objets théoriques, philosophiques, pour aborder ces questions qui sont inouïes, qui n'ont pas de pendant dans la culture. On ne peut pas aller dans le grand magasin des références culturelles, se mettre à farfouiller là-dedans, puis à trouver des analogies pour essayer de penser le présent. Ce qui est pensé, on pense toujours par rapport à, regardez la tenue vestimentaire, elle va toujours susciter une comparaison. Ah, tu es habillé comme.
Bon, c'est la même chose pour les situations historiques. Ah, cette situation historique nous fait penser à. Et là, on est face à quelque chose qui nous fait penser à rien, si ce n'est qu'à une seule référence, qui serait l'Apocalypse dans la Bible, à peu près. Mais le cinéma américain s'est garoché là-dessus. Bon, mais jusqu'à... Donc, du coup, l'angoisse qui est en cause suscite un grand appétit pour les objets de substitution, parce qu'il faut combler le vide, parce qu'il est insupportable, ce vide. Bon, et il y a par ailleurs une réelle éco-anxiété qui, elle, porte sur quelque chose. L'éco-anxiété porte sur quelque chose. Par exemple, un agriculteur peut vraiment souffrir d'anxiété parce que l'anxiété concerne une peur qui nous taraude tellement qu'elle nous rend dysfonctionnels. Bon, et c'est là où il y aurait peut-être un peu de pathologie dans l'air, c'est-à-dire qu'un agriculteur, par exemple, qui, pour des raisons valables, craint que les canicules, à répétition, été après été, nuisent à sa pratique, ben, soit un problème fondamental. Même chose pour quelqu'un qui aurait une maison au bord des côtes. Par exemple, cette personne pourrait être anxieuse parce que réellement craindre que l'érosion emporte sa maison dans les eaux. Ça, c'est l'éco-anxiété ne porte que sur des situations circonscrites qu'on est capable donc de nommer, d'isoler, de penser et qu'on surinvestit souvent ou qu'on investit d'une manière adéquates quand elles sont elles-mêmes fortement préoccupantes. Mais l'éco-angoisse, c'est autre chose. L'éco-angoisse, c'est un sentiment de vide par rapport à une situation qui est impensable, qui est trop vaste, qui nous avale. Et donc, du coup, on cherche des objets de substitution. Et une des façons de procéder, c'est le transfert hystérique, où là, on va aller ailleurs complètement, dans des sphères hétérogènes, quant à des enjeux qui n'ont rien à voir pour trouver un objet de société. Tel bouc émissaire, telle figure qui appartient à telle culture, qui a telle couleur de peau, telle pratique religieuse, tel attribut vestimentaire, deviendra un problème de société absolument majeur qui risque de mettre en péril la civilisation parce qu'on l'a vu faire du shopping à tel endroit, à tel jour, à telle heure. Quoi. Bon, et donc on rentre dans des délires. Parce que, et moi, je suis convaincu, et là, vous comprenez que je parle de l'ampleur que prennent les idées d'extrême droite aujourd'hui. Je suis convaincu qu'une des bonnes façons de lutter contre elles est surtout de ne pas répondre du berger à la bergère. Surtout pas commencer à dire non, mais vous savez, l'immigration, c'est pas si mal, puis au fond, on en profite tous, puis il y a Jacques Derrida qui parle vraiment du principe d'hospitalité. Non, c'est simplement d'essayer de comprendre pourquoi on en est à choisir ces objets-là comme objets central par rapport à d'autres qui mériteraient d'être posés, mais alors, effectivement, pour préciser les choses, vous établissez un lien entre certaines émotions politiques actuelles et cette espèce d'immense déni, d'immense malaise qui a envahi la planète. Et vous ciblez particulièrement le nihilisme libertarien d'un Trump, par exemple. Vous dites que l'espèce d'hystérie qui a saisi comme ça les États-Unis a partie liée à ce malaise-là. Et qu'il y a une expression, on en parlait juste avant le début de cette discussion, qui m'a énormément marqué dans votre livre. Vous dites il s'agit de soulager par ablation. C'est-à-dire, plutôt que de répondre à l'angoisse, faute d'avoir les solutions pour le faire aussi, eh bien, on trouve des boucs émissaires, on cible les mondialistes, on cible les communistes, on cible une classe politique malade qui détesterait l'Amérique, etc., etc., etc. Oui, c'est une façon de répondre à la question comment se fait-il que dans un monde qui est aussi perturbé, aussi inquiétant, comment se fait-il que le public tend statistiquement, électoralement, à se retrouver davantage à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. À l'extrême gauche, est-ce qu'il y en a une? La social-démocratie, timide. Bon. Présentée comme extrémiste dans un contexte culturel navrant où on a perdu tout sens des réalités. Bon. C'est en raison c'est parce qu'en fait, l'écologie politique ou la gauche sociale engage. Elle engage minimalement. Même le programme social-démocrate le plus timide, là, où on se félicitera de proposer la cantine gratuite pour les écoliers, comme grande mesure sociale. Bon. Même ce programme-là engage une critique, engage une volonté, engage une analyse,
Et si on va plus loin, que ce soit en termes de nationalisation, de plafonnement des prix, de plafonnement des revenus, de lutte contre les paradis fiscaux, de tout ce qu'on peut imaginer de plus conséquent, et sur le plan écologique, on pourrait là aussi penser à toutes sortes d'embargos qui pourraient s'imposer si on avait un Parlement, un gouvernement fort en la matière. On voit que ces politiques engagent. Alors, la force de l'extrême droite et des partis xénophobes, c'est de garantir et d'assurer la paresse. Et ça, c'est un atout formidable. C'est de dire, et je pense que c'est auprès de vous qu'Alain Badiou disait, les Français ne sont pas des cornichons qu'on plonge dans des bocaux. C'est de dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne notre essence, une pulsion de mort. Il n'y a pas de cellule, il y en a une seule, c'est nous. Et nous sommes le beau fixe. Il n'y a pas de problème, si ce n'est ce qui nous corrompt de l'extérieur, ce qui nous menace de l'extérieur. Parce que nous sommes un corps sain. Sans cela qui nous menace, nous serions purs. Et nous serions dans une sorte de formule. Nous, Québécois, nous, Français, nous, États-Uniens, nous qui sommes dans une situation X, nous représentons. Nous qui tenons un discours d'extrême droite, et là, vous voyez que c'est simplement une citation, une fiction, nous représentons comme un corps sain, un corps pur, qui est menacé par des éléments hétérogènes, contagieux, extérieurs. C'était déjà chez Hitler, quoi. Et il faut, en fait, faire subir une ablation à ces corps étrangers qui tendent à se greffer sur le corps sain que nous sommes. Et enfin, il ne suffit que de se débarrasser de tel ou tel élément que nous stigmatisons, de tel ou tel bouc émissaire, de telle ou telle catégorie sociale ou culturelle, pour que nous redevenions une sorte de cellule une, qui fait un avec le monde, qui est bien dans sa sottise, et qui est comme figé dans un temps éternel et qui peut enfin mourir. Bon, c'est ça le fantasme. Et du coup, il n'engage à rien. Et il permet, au fond, et je pense que c'est le principal atout de l'extrême droite, c'est d'être, au fond, assis sur un état de paresse et de se présenter, au fond, le monde comme ne nécessitant pas un engagement. Bon, et donc, par rapport à la crise écologique, évidemment que la proposition est fort rassurante, parce qu'il suffit d'ajouter à cela que, ce que Trump fait tous les jours, là, que les théories ont été élaborées dans un laboratoire à idées en Angleterre qui cherchait à, je ne sais trop qui, pervertir quelle jeunesse, et à rendre tout ça fantasque pour se dire, il n'y a pas de problème. Votez pour moi, je vais simplement vous débarrasser de ce qui à l'extérieur de nous pose problème. Alors, si je vous traduis bien, le bénéfice psychique de ça, c'est en quelque sorte tout discours plutôt qu'un discours qui me responsabiliserait et qui dirait mais non, tu peux agir, tu peux encore faire des choses. Tu n'es pas simplement victime des assauts de forces maléfiques. Et d'autant plus que les problèmes sont inouïs. Du moment que les problèmes sont inouïs, ils sont angoissants, qui sont très difficiles même à analyser, à nommer, mais qu'on perçoit néanmoins. Effectivement, ces objets de substitution-là peuvent être fort utiles. Ceux-là, mais à l'extrême gauche, je dirais que dans des cultures comme celle d'Amérique, il y aurait un phénomène comparable, mais là avec beaucoup de distinctions, mais qui est le fort appétit pour les enjeux sociétaux, où tout d'un coup, un trait identitaire sociétal pourrait être monté en épingle. Une grille d'analyse comme la grille intersectionnelle pourrait être abordée d'une manière absolue pour, en quelque sorte, réduire les problèmes de société à des appartenances identitaires de type sociétal. Et autant, et là je parle un peu comme Aristote par rapport à la médiété, autant cette grille-là et ces questions-là sont absolument indispensables pour comprendre la complexité sociale, autant les ériger en grille d'analyse absolue est une nuisance, mais c'est aussi une façon de se détourner. Ne s'intéresser plus qu'à l'identité sexuelle ou ne s'intéresser plus qu'à des enjeux de genre, comme s'ils étaient l'alpha et l'oméga de toute question, c'est aussi une façon de s'enfermer dans des considérations substitutives. Alors que, j'ai pour postulat qu'aujourd'hui, un discours politique ne peut pas ne pas aborder l'enjeu écologique.
C'est pas possible parce que c'est la question vitale première qui est en cause et qui se présente comme étant menacée, quoi. Alors, on va revenir aux enjeux écologiques, bien sûr, et aux thèses de votre livre. Mais puisqu'on est dans une petite séquence politique et qu'on vient de parler de Trump, j'aimerais bien sûr avoir votre réaction aux événements en France. Vous êtes un des théoriciens de l'extrême centre. C'est une question que vous avez placée au cœur de votre réflexion depuis des années. Je crois même que c'est vous qui avez véritablement lancé cette expression. On ne peut pas dire actuellement, compte tenu de ce qui se passe depuis cet été notamment, parce que la situation se précipite avec la dissolution en France, on ne peut pas dire que l'extrême centre aille très bien non plus. Il est maintenant en train de pactiser ouvertement avec l'extrême droite. Quelle réflexion ça vous inspire ? Déjà, l'expression extrême centre existe depuis assez longtemps, mais elle n'avait pas été toujours investie dans l'analyse contemporaine. Mais je me souviens d'avoir entendu, pour l'anecdote, un entretien du premier ministre du Québec en devenir, Jacques Parizeau, en 1987, qui l'avait utilisé. Donc déjà, elle a quand même une certaine histoire. Mais voilà, en peu de mots, parce que je ne suis pas non plus un éditorialiste, puis je ne vais pas parler à tort et à travers de tout ce qui me passe par la tête, mais en un mot, quand je vois la France dans sa situation actuelle, j'ai l'impression de voir un gros Québec. C'est-à-dire que c'est la première fois que, au 21e siècle, mettons, depuis, je ne suis pas historien, mais mettons Louis XIV, peut-être la première fois que la France n'est pas première en quelque chose. Bon. Si j'étais un caricaturiste en France, comme Plantu l'était, là, mettons, et que j'avais ce talent-là, je m'arrangerais pour toujours dessiner les Français qui sont des têtes d'affiche dans des costumes trop grands. Je les verrais toujours flotter, comme les enfants qui portent les habits de leurs parents, ou de leurs grands frères, grandes sœurs. C'est un monde dont les référents sont écrasants et qu'on n'est plus capable d'habiter. Et on le voit par l'évolution de l'extrême droite, qui n'est pas autant dans le formol que voudraient que tous les Français le soient. L'extrême droite devient davantage xénophobe que raciste. Si on entend par raciste le fait, l'approche impérialiste et colonialiste, voulant qu'en vertu d'une hiérarchie des races, on s'impose envers les plus faibles, puisqu'on se situe au-dessus de la hiérarchie. Alors on colonise, on domine, on abuse, on opprime, on déstabilise, on aliène, on affole, parce qu'on est puissant. Bon. La xénophobie, c'est autre chose, et c'est là où je vois des accointances avec le Québec, mais par rapport à des situations historiques tout autres. D'où d'ailleurs que certains termes comme le souverainisme traversent l'Atlantique et a été emprunté par la France au Québec. C'est la xénophobie. Et la xénophobie, c'est le contraire du racisme, c'est de voir l'autre comme une menace parce qu'on le voit comme plus fort que soi. On le voit comme plus fort que soi parce qu'il est chargé de culture, il a une mémoire, il a des ambitions, il a des prétentions, il a des traditions. Il arrive chargé de quelque chose dont on a liquidé pour sa part. Et donc, on a aujourd'hui, c'est paradoxal, mais toutes les figures minoritaires que l'extrême droite a pu écraser à la tête du mouvement. Une femme, un juif, quelques arabes qui vont parler au nom de l'extrême droite, vont dire, bon, on est dans un état des choses, cet état des choses-là est bon, mais tout ce qui arrive de l'extérieur le menace. Et donc, il faut en quelque sorte faire barrage et expulser tout ce qui risque de menacer le cœur que nous formons dans une lecture qui est celle du statu quo, encore une fois. Bon. Et tout ce qui menace ce statu quo-là devient bon à chasser. Dans le contexte du Québec, on peut le comprendre, parce que c'est une goutte de francophonie dans une mer d'Océanie. Et c'est un État qui a eu une histoire difficile, et non surtout pas conquérante, quoi qu'on pourrait sociologiquement pointer des enjeux ici ou là.
Et c'est assez impressionnant de voir que la France, qui a été un phare pendant des siècles, pour beaucoup de gens, devenir cette espèce d'espace de délitement où on a peur, où le principal sujet, c'est le déclin, où on se présente comme étant faible, comme n'étant plus rien. Et pour le dire simplement, le 21e siècle ne réussit pas à la France. Je compare souvent la France à une voiture qui aurait raté la sortie vers le 21e siècle. Elle serait encore dans une sorte de sillon qui ne mène nulle part. Par le gros Québec, pour bien préciser votre pensée, vous pointez le côté défensif, c'est ça, de la... Oui, puis... oui. De la culture française actuelle. Ouais. Mais sans être péjoratif envers le Québec. Mais c'est simplement qu'à l'époque, il y avait une distinction très forte entre la France... Je vous laisse cette responsabilité. Non, c'est pas l'enjeu. Mais il y avait une distinction très forte encore il y a 50 ans entre la France et le Québec. Quand un Québécois allait en France, il allait vers l'original. Nous étions les rejetons. Nous étions le dérivé. Aujourd'hui, quand un Nord-Américain arrive en France, c'est lui l'original, parce que c'est lui le modèle. Et en France, on a perdu une sorte de langue, quoi. Une sorte de langue politique. J'ai été très surpris dans le domaine des sciences, dans le domaine de la politique, dans le domaine évidemment de la gestion et des affaires, de voir à quel point le vocabulaire, la grammaire est inspiré de l'anglais. Très souvent ici, ça gêne qu'on utilise des termes comme shopping, et ainsi de suite. Je ne parle pas de ça, je parle du langage conceptuel. À un moment donné, j'avais fréquenté des bourdieusiens qui étaient un peu las de répéter la parole du maître après son décès et qui se sont mis à parler strictement dans un vocabulaire anglophone, les stakeholders, la good governance. Et puis, je veux dire, j'avais presque envie de dire, parler anglais, ça sera plus simple, quoi, on va mieux se comprendre. Alors, pour revenir au fil de notre discussion sur les enjeux climatiques, du côté du public, vous pointez cette éco-angoisse, cette absence, cette terreur face à l'absence d'objets, de précédents auxquels comparer la situation. Du côté de nos dirigeants, du côté des sachants, de ceux qui devraient savoir quoi faire, vous pointez un langage de mensonge total qui vient recouvrir en fait une absence de solution, quelle qu'elle soit. Vous dites ainsi que pas un seul de nos dirigeants, à l'heure où on se parle, pas un seul de nos cadres, pas un seul de nos fonctionnaires, pas un seul de nos ingénieurs, aucune personne réellement sensée en réalité, ne peut croire une minute que la planète sera effectivement sauvée par le développement durable et que celui-ci peut réellement infléchir le cours de l'histoire catastrophique qui est enclenchée. Nous sommes dans une situation complètement schizophrénique. Il y a beaucoup d'auteurs qui en attestent, notamment, me vient en tête Fabrice Nicolino, mais il y en a beaucoup d'autres qui montrent à quel point le discours écologique, en fait, dans sa tradition, dans son histoire, vient de la bourgeoisie, vient d'une droite traditionnelle. Et encore aujourd'hui, on peine, du point de vue de l'écologie politique, à se donner un discours adéquat. Et ce n'est pas le convivialisme ou des discours un petit peu comme ça, champêtres, qui vont nous faire avancer. Et à part chez des gens que j'apprécie beaucoup, comme Baptiste Morisot, qui commence à travailler des objets complexes, comme celui de la chimère. Alors, cette idée que l'ours blanc est dans des endroits qui deviennent de plus en plus invivables, donc il descend vers le sud. L'ours brun, lui, monte vers le nord parce qu'il fait chaud, et ainsi de suite, puis pour toutes sortes de raisons liées à l'instabilité écologique, territoriale et climatique, mais il se rend compte, il crée une nouvelle espèce, crée des nouveaux genres, des nouveaux objets. Et d'un point de vue politique aussi, on assiste à des nouveaux objets, parce que beaucoup de gens sur un mode atavique aujourd'hui, les plus jeunes, ne croient plus à ces institutions-là. Qui va aujourd'hui militer au Parti socialiste pour espérer faire monter une motion pour qu'au Congrès on en parle, puis que ça soit dans le programme, puis quand on se fait élire, là, les députés sont assez nombreux pour pousser le premier ministre à forcer le président. On s'est fini ce temps-là, je veux dire, plus personne ne croit en ça. Donc il y a des mutations de tout genre. Et donc les objets de la pensée... la pensée politique et de l'écologie politique en particulier, mutent eux-mêmes. Et les objets qu'il faut créer, les objets intellectuels, requièrent d'être adaptés à la situation. Et c'est comme ça qu'on parvient
remédier à l'absence d'objets. Parce que sinon, on est prêt avec soit des bric-à-brac idéologiques, comme le développement durable, qui est une supercherie formidable. C'est presque le crime parfait, le développement durable. Pourquoi? Parce qu'au moment du Club de Rome, on faisait du développement l'objet de la pensée. On pensait à ce moment-là « sustainable society », une société viable, et la critique portait sur le développement, ce satané développement qu'on nous avait mis dans les pattes après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et là, parler de développement durable, c'est un tour de passe-passe formidable, parce que sans qu'il n'y paraisse, tout d'un coup, le développement passe du statut d'objet à celui de sujet. Il est le sujet de l'action. C'est le développement qui agit. Et si on est écologiste, il faut passer par le développement. Vous avez même Patrick Pouyanné qui va dire les écologistes, c'est nous, parce que c'est nous qui avons les moyens. Puis dans notre optique, le développement, c'est des infrastructures formidables. Puis comme on a tout pollué, puis on s'est enrichi en saccageant tout, c'est nous qui avons les pépettes aujourd'hui pour pouvoir déployer les infrastructures dont on a besoin pour procéder autrement. Donc on a tout ce tour de passe-passe qui consiste à faire passer les coupables pour les héros. Bon, et le durable est aussi... toute une affaire en français. Alors, vous dites que c'est un faux ami, puisque, en réalité, durable traduit soutenable, et ce qui n'a pas du tout le même sens. Le mot développement est un faux ami, parce qu'en français, on ne peut pas traduire to develop par développer. Vous irez voir le Robert, le Collins et Robert, c'est indiqué explicitement. Une forêt, en français, peut se développer. Se développer, c'est-à-dire qu'il y a des pousses, il y a comme ça une évolution, ensuite la faune, la flore, évolue dans l'écologie de la nature. Mais pour dire développer une forêt, comme on va dire aujourd'hui, il y a un seul mot, c'est exploiter. Donc, puis le sustainable pose problème aussi parce que le durable est une notion temporelle en français, alors que sustainable c'est un mode, et c'est un mode qui est pensé strictement par rapport à une adversité. En quelque chose est sustainable, c'est qu'elle arrive à tenir bon malgré l'adversité. Le sustainable n'est pas comme ça tout seul et éthéré. Donc, en fait, si on voulait être rigoureux, sans adhérer à la chose, il faudrait au moins dire qu'il est question d'exploitation endurable. C'est de ça qu'il est question. Bon. Et cette exploitation endurable-là, et puis Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Fressos en ont parlé beaucoup, date des vieilles lunes du 19e siècle, avec l'exploitation maximale des forêts, dans la liotique aussi, quant au stock de poissons. Et donc, on a géré la façon qu'on pouvait exploiter jusqu'à ce qu'on garde en vie le dernier poisson dont dépendait toute l'espèce. C'est cette idée d'aller jusqu'au bout. Et évidemment, on se trompe souvent parce qu'on met la ligne au mauvais endroit. Bon, donc, le développement durable, ça ne peut pas être un objet satisfaisant. La géo-ingénierie ne peut pas être un objet de la pensée politique ou de l'écologie politique, parce que ce sont des objets qui nous fourvoient. Et on le sent. On le sent psychiquement que ça ne marche pas. On le sent qu'on se leurre. Et les autres objets de substitution, par exemple, de conversion, là, si on garde le vocabulaire psychanalytique, ça sera un peu la façon synecdotique de miser sur une anecdote pour penser sauver le tout. On va dire, enfin, tel marchand de café désormais abolit les pailles en plastique. Ah, on est sauf. Bon, il n'y a plus de paille en plastique, le problème est presque réglé. En fait, c'est qu'on concentre, Freud, dans le domaine du rêve, parlait peut-être de déplacement et de condensation, on concentre sur un élément tout ce qu'il s'agit de taire. Bon, et sinon, c'est tout simplement ce que fait Emmanuel Macron, grand malade s'il en est, c'est d'attaquer directement les écologistes. Ça, c'est la névrose obsessionnelle. C'est-à-dire que le messager devient le problème. Les soulèvements de la Terre deviennent une association terroriste. Ouais, c'est ça, des éco-terroristes. Et donc, les messagers deviennent le problème. Et donc, on transforme en objet de haine celui qui risque trop de mettre en péril l'espèce de sécurité mentale qu'on s'est donnée en pactisant avec l'idéologie. Bon, et moi, j'en appelle, en fait, à un effort collectif en vue de créer des objets, en sachant que ce n'est pas facile. Soyons indulgents, ce qui nous arrive n'est pas facile. Paul Venn a raison de dire qu'on ne peut pas penser ce qu'il advient de tel empire, mettons le Troisième Reich, si on n'a jamais lu sur l'Empire romain. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que l'Empire romain est synonyme du Troisième Reich, mais pour penser le Troisième Reich, il faut savoir penser les empires. Pour penser une maladie dans le domaine de la santé publique, il faut penser l'histoire des maladies, et ainsi de suite. Bon, bien là, comment on pense ça? Comment on pense un discours qui dit, ben voilà, on va perdre 80% des espèces à terme? Le climat va rendre l'état de la planète méconnaissable. Il va y avoir des millions de réfugiés écologiques.
Comment on pense ça? À quoi on se réfère, hormis l'Apocalypse qui me semble stérile? Bon, à quoi on... Donc là, l'idée est... J'aime beaucoup Rachel Carson quand je ferai une analogie par rapport à son travail dans Le Printemps silencieux, quand elle rappelle que les insectes aujourd'hui c'est en 1960, là, hein, les insectes font face à 500 nouveaux produits chimiques par année. Bon, comment voulez-vous que des insectes, et pas seulement ceux qui sont visés par les insecticides, là, mais les abeilles, puis tous les dommages collatéraux que ça peut faire subir à la faune, comment voulez-vous que ces espèces vivantes-là s'adaptent alors que leur temps long se compte en siècles, quand chaque année, on leur impose des centaines de nouveaux produits? C'est la même chose pour la psyché humaine. C'est que ça va trop vite. Notre cerveau n'est pas fait pour s'adapter comme ça à des crises à répétition où on se fait dire à chaque mois que c'est la fin de tout. Puis même l'informatique, puisqu'on en parle dans ce laboratoire, l'informatique agit beaucoup plus vite que ce que le cerveau est capable d'encaisser. Bon, et donc, on est face dans un monde où on a besoin d'un temps pour s'adapter à des mutations spectaculaires, alors qu'il est même plus minuit moins 5, mais alors qu'on a passé l'échéance de la crise. Bon, donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Puis, en suivant un peu l'évolution je ne sais pas si je suis trop bavard, là, mais en suivant l'évolution du temple Gaïa, on peut déjà voir comment on peut penser des temporalités de la vie, de l'esprit quant à ces enjeux-là. Alors là, on était sur les constats, on ne fait rien, on est dans des stratégies de déni, les dirigeants inventent des leurres pour tromper le public. Néanmoins, un jour, le réel prendra vraiment d'assaut nos sociétés pour leur inculquer le sens des limites, écrivez-vous. Mais c'est déjà fait. Il y aura une inflexion de notre mode de vie. Il y aura peut-être, on va y revenir longuement, il y aura peut-être la fin du productivisme. Alors ce que j'aimerais tout d'abord essayer de comprendre, parce qu'il me semble qu'il y a une forme d'ambiguïté à cet égard dans Que faire dans votre livre. Est-ce que ça passera forcément par des catastrophes qui nous acculeront collectivement à changer? Ou est-ce qu'une reprise de soi collective reste encore possible à vos yeux avant le crash? J'ai entendu récemment un anthropologue, j'ai oublié de la part de qui il s'agit, dire, nous en anthropologie, lorsqu'une société est appelée à s'effondrer, on sait qu'elle va s'effondrer, mais on ne sait pas quel sera l'élément déclencheur, l'étincelle. Dans une situation comme celle-là. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir dans votre question, la question de la faim, puis la question de l'espèce de dualité, volonté-catastrophe, si on veut. En ce qui concerne la faim au sens d'un terme, il faut voir de quel point de vue on se place. La fin du productivisme, la fin du capitalisme signifie plusieurs choses. Ce n'est pas une fin d'un régime. Il faut déjà se dire que pour 80% de la planète, le capitalisme n'a jamais commencé à titre de bénéficiaire. Jamais commencé. Je veux dire, un Congolais moyen du Congo-Brazzaville n'a jamais une seconde bénéficié du capitalisme. Le capitalisme, c'est Elf, ensuite Elf Total Fina, ensuite Total, ensuite Total Énergie, sur des décennies, voire des générations qui ponctionnent le pétrole, fournit des armes à un dictateur et opprime tout le monde. Et tripatouille dans les urnes, et ça, c'est la France-Afrique, c'est la mafia-Afrique par la suite. Bon, pour 80% des gens de la planète, le capitalisme est simplement un fait de domination, de spoliation, de souffrance ou d'indifférence. Bon, donc, il reste 20% des gens. Bon, nous faisons partie de ceux qui sont les bénéficiaires relatifs du capitalisme. Il y aurait, mettons, je vais vite, mais le 1% qui, lui, ça constitue les bénéficiaires, mettons, absolus. C'est pour parler avec des gros sabots. Là. Bon, les 20% à peu près que nous sommes, les 19% de bénéficiaires relatifs, pactisent avec le capital, c'est-à-dire qu'on travaille pour lui, on se forme pour lui, on paye des impôts pour les institutions publiques qui vont l'instrumentaliser lui, et en retour, on a un pouvoir d'achat.
Et on peut, nous, effectivement, se procurer des fruits tropicaux abordables, aller à Cuba, avoir des voitures, ensuite se payer des petites choses. Bon. Mais rien n'empêche qu'à un moment donné, si la pression est trop grande, de 20% à peu près, on passe à 17, puis à 15, puis à 13. Et c'est là où c'est la fin. C'est la fin pour certaines personnes qui ont connu, qui ont goûté aux délices de la société de production en tant que consommateurs. Et on voit déjà la ligne muter. On la voit. Et ça commence par la vie à crédit. Et ensuite, c'est d'observer des gens dans des pays comme la France ou le Québec ou le Canada qui, le 15, le 20 du mois, n'ont plus rien. Et on les voit, les signes, là, que tout d'un coup, cette catégorie mondiale de bénéficiaires relatifs qui profitent du travail du 80% ou des richesses qui sont spoliées aux 80%, tout d'un coup, ça me nuise. Et moi, j'imagine très bien le jour où Nestlé, par exemple, va imposer au Québec, dans la filière de l'eau, exactement les mêmes pratiques qu'on observe de la part de la même firme en Côte d'Ivoire par rapport au cacao. Pourquoi tout d'un coup on se priverait de ces compétences-là si c'est par elles qu'on peut continuer à faire main basse sur des richesses naturelles? Donc, il y a cette fin-là, elle est à penser ainsi. Ça permet en fait de répliquer à ceux qui vont nous dire « Ah, vous, les marxistes, ça fait des siècles que vous nous prédisez la fin du capitalisme. Il n'a jamais été aussi robuste, il n'a jamais été aussi résistant. » En ce qui concerne la dernière partie de votre question, c'est peut-être une façon de botter en touche. Au Québec, on a des réponses de Normand parfois. Mais je dirais qu'on peut être politiquement polyglotte. Avec une langue principale. Pour moi, maintenant, ma langue seconde, ce serait la social-démocratie. C'est une langue seconde, ce n'est pas la langue principale. C'est de se dire que ne détournons pas absolument notre regard d'institutions qui nous ont absolument déçus. Ne cessons pas pour autant de les analyser, de les suivre, de les talonner, d'entrer en rapport avec elles, de faire des grèves, de militer pour des grèves générales qui peuvent parasiter un système et provoquer des changements, de s'engager dans le débat d'idées. Mais observons néanmoins que d'une manière implacable, depuis des décennies, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à une surdité. Et on a l'impression parfois que une institution politique contemporaine en Occident est une machine à bloquer les bonnes idées. C'est une machine, d'où la médiocratie, quoi. C'est une machine afin de maintenir une fausse moyenne à l'œuvre. Et une autre parole, c'est de penser ces nouveaux objets, de penser ce qu'un monde inouï dans ses enjeux, un monde dont les réalités, les problèmes, les crises sont inouïes, suppose en termes de créativité. Il faut créer des objets politiques, il faut créer des structures, il faut créer des formes de pouvoir, il faut créer du droit aussi pour arriver à agir d'une façon adaptée aux situations. Alors, je le dis, c'est important, vous ne vous défilez pas devant le défi immense de proposer un objectif désirable à notre camp face à ces enjeux pourtant totalement inouïs. Et à juste titre, vous soulignez que les mouvements politiques actuels, que ce soit les insoumis en France, les décroissants, les anti-impérialistes à travers le monde, savent très bien, on sait très bien contre quoi on se bat, contre quoi on lutte, on sait le nommer, on est très fort pour dénoncer, mais quand il s'agit de passer à la partie programmatique et de proposer un objectif désirable alternatif, eh bien, très peu de ces mouvements-là sont capables de soutenir cet enjeu-là. D'ailleurs, votre critique rejoint totalement celle d'Alain Badiou, qui dit exactement la même chose dans sa critique de ce qu'il appelle le mouvementisme aujourd'hui en France, de Nuit debout jusqu'à la réforme des retraites, et aussi à l'étranger, le mouvement des places, etc., qu'il avait critiqué pour les mêmes raisons. Il disait que tous ces mouvements-là étaient toujours en contre, toujours, voilà, mais ne proposaient pas d'objectifs véritablement désirables. Bon, donc vous, dans la seconde partie de faire que, vous, c'est le défi que vous vous lancez, et vous proposez un nouvel objet de pensée que j'aimerais que vous commenciez par détailler, et après on va en discuter.
qui seraient les biorégions, c'est-à-dire un changement d'échelle qui permettrait de remettre le vivant au centre de notre mode de vie. Est-ce que vous pouvez détailler la façon, enfin en première approche, la façon dont vous voyez les choses? Oui, ben d'abord un mot sur effectivement le mouvementisme dont vous parliez. Un des symptômes quant à ce manque d'objets de l'écologie politique m'a semblé se manifester dans les appellations privatives de la plupart des mouvements politiques. Alors, on est anti-capitaliste, on est décroissantiste, on est anarchiste, on est insoumis, et là j'en ai cité d'autres, je les oublie maintenant, mais en fait on est attiré par des termes qui consistent à laisser l'adversaire définir un projet pour ensuite s'inscrire en faux contre lui. Bon. Et on est infiniment récupérable parce qu'on est dans le flou déjà. Et puis on voit une Marine Le Pen, par exemple, au second tour d'une élection présidentielle, qui n'a aucune difficulté à se dire insoumise, par exemple. Parce qu'il s'agit de ne pas être quelque chose. Il y a 1000 façons de ne pas être. Bon, et donc il y a... et c'est pour ça que ma dette est immense envers la maison d'édition Wild Project, là, qui publie beaucoup d'ouvrages sur la question de la biorégion, mais également sur toute une tradition californienne liée à cette notion qui aura l'an prochain 50 ans, parce que son acte de naissance provient d'une des provinces canadiennes qui s'appelle la Nouvelle-Écosse, où Alan Van Newkirk l'a définie pour la première fois. Et j'ai voulu définir à mon tour cette notion-là à partir de ce qui existait en fonction de la conjoncture actuelle et pas d'une manière un peu éthérée, ce que je reprochais un petit peu au texte que j'ai lu, quoi. À savoir que la biorégion me semble d'abord et avant tout une réalité impérative. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une option où tout d'un coup on se dirait, ben, plutôt que ceci, pourquoi pas cela, sans faire de la futurologie, sans être prospectiviste, il me semble que tout indique, et tellement de documents et de propositions vont en ce sens, qu'il y aura des mutations grandes, hein, qu'il y aura une transformation, des bris, des ruptures formidables en ce qui concerne l'ordre écologique, en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne l'organisation des sociétés, déjà, en ce qui concerne la capacité des États à satisfaire les besoins. Pour incarner un petit peu cette idée, on peut déjà prendre voilà, ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid, à savoir la rupture des chaînes d'approvisionnement. Bon, aujourd'hui, par exemple, à Taïwan, on a de la difficulté d'autres événements peuvent provoquer le même effet. On a de la difficulté à produire des puces informatiques à Taïwan parce qu'il manque d'eau, hein, alors qu'on en dépend quant à tellement de domaines aujourd'hui, la banque, l'aéronautique et tout ce que vous pouvez imaginer d'administration. Il y a le canal de Suez qui s'achève, ça sèche. Il y a les incendies de forêt ici à répétition, été après été. À un moment donné, l'impact sera tel qu'il va directement nous neutraliser. Et au fond, l'idée de l'impératif, hein, c'est cette idée qu'il y arrivera un moment où dans les différentes communautés du monde, hein, d'une manière universelle, là, ce ne sera pas simplement telle ou telle communauté qui décide toute seule dans son coin de s'isoler et de devenir autarcique. Il faudra, comme communauté, considérer qu'on est pris ensemble là où on est, qu'on a intérêt à être solidaire, parce que de toute façon, le capital, tout comme le système étatique, ne nous alimente plus. Ne nous suffit plus pour garantir l'accès aux biens qui sont ceux qu'on se procure aujourd'hui, et dans un contrat où on livre en fait à ce capital les matières premières en retour d'un pouvoir d'achat. J'ai choisi de vivre loin des grands centres pour comprendre mieux, d'un point de vue là, empirique, ce que signifie être là où les dernières ondes arrivent. Et pour sentir que lorsqu'on est dans la péninsule acadienne, lorsqu'on est dans une région nordique comme Clova au Québec, il arrive très souvent qu'on constate que le gouvernement nous dise « on ne se rend plus jusqu'à vous », que le capital nous dise « on ne se rend plus jusqu'à vous, débrouillez-vous ». Ici, il y a eu des incendies de forêt l'an dernier au Canada, c'était impressionnant. Le premier ministre du Québec a dit aux membres d'une communauté qui s'appelait Clova « cramez ».
on vous concède aux flammes. On ne peut plus s'occuper de vous. C'est une des rares bonnes décisions politiques qu'elle a prises parce qu'elle a créé une biorégion en faisant ça. Parce que les gens de Clovan, aujourd'hui, ce village, comprennent qu'ils ont intérêt à se fier à eux-mêmes. Et je ne m'en réjouis pas. C'est simplement que la biorégion, qu'est-ce que c'est? Ça sera la réponse souhaitable, si on est solidaire et non totalitaire, pour faire face à des bris, à des ruptures, à des phénomènes de déréliction politique, où tout d'un coup, on a le sentiment, et pas seulement le sentiment, mais on observe qu'on est abandonné par les chaînes d'approvisionnement, par les grandes enseignes, par les États, et qu'il faut apprendre, au moins en partie, à s'organiser par soi-même. Et donc, la biorégion, elle suppose un attachement au territoire dont on dépend et une compréhension de ce territoire-là, parce que désormais, c'est le contraire de la mondialisation. On comprend que c'est à travers lui qu'on va subsister. Alors, oui, effectivement, ce que vous entrevoyez comme avenir pour l'humanité, c'est plutôt une contraction de la géopolitique vers un échelon beaucoup plus modeste. C'est un petit peu le backlash de toute effectivement, de toute la mondialisation qu'on a vécue, en tout cas qu'on a cru vivre depuis les années 80. Mais c'est très fort parce que vous allez jusqu'à dire, c'est une sorte de slogan que vous lancez, biorégion, barbarie. Ça, c'est évidemment une référence au marxisme anti-stalinien de Lefort et Castoriadis. Mais alors, mon objection peut-être serait la suivante. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, avec le tout numérique notamment, les tendances lourdes de la société mondiale n'orientent pas vers cette solution. Je prends on pourrait prendre de nombreux exemples, mais peut-être je peux en prendre deux seulement. C'est vrai que le numérique est une technologie extrêmement coûteuse en énergie, en métaux rares, et que d'ailleurs on est un petit peu en train de chevaucher vers le vide, puisque ces métaux rares sont en train de se raréfier. Or, dans les pays occidentaux, toutes nos économies sont dépendantes de ces métaux-là. Mais aussi, on pourrait citer le réveil avec la guerre en Ukraine et tout ce que ça remet en jeu, le réveil des politiques de puissance. On voit que ce réveil-là a fait reculer dans les agendas politiques des grandes puissances les priorités, les priorités qui n'en ont jamais été, mais en tout cas les enjeux écologistes. On voit ça aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, que dans tout le bloc européen. On l'a vécu en France avec la crise de l'énergie, où d'un seul coup, c'était vraiment la cinquième roue du carrosse. Donc, comment est-ce que, par quel chaînon allons-nous passer d'une situation à l'autre, à celle qu'en l'occurrence vous décrivez comme une fatalité et à la fois comme aussi un objet désirable? Oui, mais nous n'allons pas passer. Justement, c'est ainsi que j'essaie de définir la biorégion. Il ne s'agit pas d'un concept égalien, qui viendrait en quelque sorte relever une situation, la digérer et la contenir en elle-même. Il ne s'agit pas de passer d'un État, un État politique occidental moderne tel qu'on l'a connu depuis, mettons, la Révolution française, à un État biorégional qui, lui suppléerait complètement et deviendrait tout autre chose. J'inscris au fond la biorégion dans une sorte de millefeuille politique, où il y a plusieurs paliers. Ce qui était très clair lorsqu'on était, mettons, à la Renaissance. Je veux dire, le paysan de la Renaissance n'avait aucune difficulté à concevoir au-dessus de lui une sorte de millefeuille d'autorité, que ce soit l'Église, le Seigneur, l'armée, le royaume, ainsi de suite. Il y avait plusieurs. Ben, aujourd'hui, on est déjà dans ce type de millefeuille-là, parce qu'en plus des strates gouvernées par l'État, c'est-à-dire l'État lui-même, aussi les paliers municipaux régionaux qui le contrôlent, ben, il y a un pouvoir bien observable, qui sont les mafias, par exemple. Bon, c'est un palier, ça. C'est une strate de pouvoir. Et il y a aussi les multinationales qui me semblent s'être complètement émancipées des États, même si elles peuvent être liées un petit peu aux législations. Aujourd'hui, quand un grand banquier rencontre un chef d'État, c'est pas le banquier qui est nerveux. Bon, donc on voit bien qu'il y a des strates. Et la biorégion est une strate dans ce millefeuille pour que des gens qui, tout d'un coup, n'ont rien,
ils n'ont rien parce qu'il y a une crise pétrolière, parce qu'il y a une crise minière, parce qu'il y a une interruption de la production d'outils informatiques qui font que les choses fonctionnent de la façon intégrée qu'on connaît, parce qu'il y a une crise de la production et de distribution de denrées alimentaires. Mais il va falloir s'organiser, ce qui survient souvent dans des moments de crise. Ici, on connaît par exemple le phénomène des pluies de verglas, il y a le phénomène des canicules en France, il y a le phénomène des incendies de forêt ici. Donc, on est face à des moments où, déjà, de plus en plus fréquemment, les communautés sont laissées à elles-mêmes, les gouvernements ne répondent plus. Et quand il y a, par exemple, ici, durant l'hiver, lorsqu'il fait moins 10, moins 15 degrés Celsius dehors, une panne d'électricité qui dure 3 semaines, c'est pas vrai qu'on va téléphoner à des gens de la Saskatchewan, à 8000 km d'ici, j'exagère, pour nous prêter main forte. On appelle ses voisins. Et je pense qu'on va revenir à cette échelle-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de textes qui nous montrent, je pense à ceux de Kirkpatrick Sale et à ceux d'Émile Durkheim, qui nous rappellent, et même d'Aristote, qui nous rappelle que cette échelle-là est l'échelle politique par excellence. C'est celle où on a l'impression quand même de se connaître un tantinet. C'est ça l'échelle politique. Je vais révéler, je vais divulgacher un thriller qui est le suicide d'Émile Durkheim. Non, le suicide d'Émile Durkheim, où Émile Durkheim explique. Il fait le détective, il essaie de comprendre pourquoi dans telle région ou telle autre dans le monde on se suicide. Il cherche à comprendre pourquoi, puis il passe comme un bon détective à travers toutes les raisons qui pourraient justifier qu'on se suicide, la foi, le culte, le salaire, le climat, la situation matrimoniale, le degré d'éducation, ainsi de suite. Et il n'y a jamais d'explication au suicide à travers ces hypothèses-là, sinon à la fin que le sentiment d'appartenir à une communauté. Et c'est là qu'on se suicide moins, parce que la communauté fait sens. Et la communauté, ce n'est pas la communauté européenne. C'est l'idée. Et je ne suis pas en train de devenir une sorte de partisan du terroir où on ne parle plus à personne. Il s'agit d'un projet universel, où on comprend qu'il n'est plus censé d'essayer de consommer des amandes de la Californie puis des raisins d'Afrique du Sud. Il n'est plus censé de considérer que le pétrole est une richesse acquise, abordable et abondante qu'on peut aller chercher, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Bon, voilà, et qu'il y a... et qu'on devra, et là, l'impératif se pose vraiment, qu'on devra tôt ou tard, à un titre ou à un autre, réapprendre à penser la géopolitique, en partie sur ce palier-là, de manière agonistique, contre les multinationales qui voudront forer, qui voudront spolier, de manière agonistique, de manière résistante, mais avec un dessein. Il faudra considérer que cet espace-là, c'est le nôtre. Et dans cette contraction de la géopolitique à l'échelle régionale, on en viendra, j'espère, à comprendre que le préfixe « géo » est aussi important que la racine « politique ». Et qu'en fait, quand on fait de la politique, c'est avec la géographie, c'est dans la géographie. La géographie comprend le vivant, le climat, le territoire, sa composition, ses caractéristiques. Et que faire que, plutôt que faire, faire que, c'est faire en sorte que l'économie de la nature, dont on dépend tellement, parce que nous en faisons partie, soit préservée, qu'on en prenne soin, dans un projet politique où on intègre le vivant à la politique, plutôt que de considérer que la politique a préséance sur le vivant. Alors, il y a une objection qui vous agace particulièrement, et d'ailleurs vous prenez les devants d'en faire que, c'est, et on l'entend souvent, bien sûr, les gens n'accepteront jamais un retour en arrière. Donc, ce que vous nous proposez, en fait, c'est un retour à la terre, et on a déjà vu ça dans les années 60, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Oui, mais d'ailleurs, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un retour à. C'est-à-dire, on ne revient jamais à, de toute façon. Aujourd'hui, par exemple, la science, je pense à la permaculture, je pense aussi à l'architecture, peut nous faire beaucoup plus de choses que nos ancêtres, avec peu. Aujourd'hui, on sait, en respectant un lopin de terre, le rendre beaucoup plus productif que ne le faisaient nos arrière-grands-parents au 18e siècle. On sait aujourd'hui construire des immeubles avec de la paille compressée, qui ne sont pas plus inflammables que les maisons contemporaines que nous avons, là, avec des matériaux traditionnels. Donc, ce n'est pas un retour. Et deuxièmement, ce n'est pas une option. C'est là où je parle d'impératif.
C'est qu'il n'y aura pas un référendum sur la biorégion. Hein. Il n'y aura pas un parti politique biorégional qui va s'opposer au Parti socialiste ou aux républicains ou au Front national ou je ne sais. Il y aura, à un moment donné, et c'est commencé dans certaines régions, et ça n'a jamais été que ça dans la majorité des espaces du monde, une nécessité à s'organiser entre soi. Et dans ce cadre-là, on ne risque pas, je crois, de sombrer dans une sorte d'appétirance pour le terroir au sens des racines qui supposerait l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas conformes à un gène originel, tout simplement parce qu'on sera bien content lorsqu'on devra assumer cette mutation-là qui s'imposera à nous, d'avoir en son sein peut-être par exemple des Africains qui savent comment se passer de la technologie de pointe en matière agricole, par exemple. Et on sera dans l'ordre de ce que Anne-Cécile Robert appelle l'Afrique au secours de l'Occident. Bon. Donc, il y aura des moments comme ça où on pourra, on considérera que s'ouvrir est de bon aloi. Est-ce qu'on pourrait penser néanmoins que là où cette objection est robuste, hein, sur les gens n'accepteront pas le retour en arrière, c'est que bon, on connaît philosophiquement l'illimitation du désir humain voilà, des habitudes extrêmement ancrées ont été prises dans les sociétés occidentales, effectivement. Et qui, à moins de catastrophes voilà, majeures, hein, on peut en mentionner pas mal, même des catastrophes nucléaires, etc. Mais la prémisse est qu'on s'apprête à passer à l'échelle mondiale un sale quart d'heure universel. C'est la prémisse, si vous voulez, c'est un postulat. Et effectivement, l'approche biorégionale que j'ai repose sur ce postulat-là, qui est en phase avec ce que dit le GIEC, qui est en phase avec ce que dit l'IPBES, qui est en phase avec ce que disent tellement de chercheurs sensés. Hein, le développement durable tel qu'on pouvait le fantasmer en 1987 est même caduque parce que cela supposait de jouer sur certaines variables. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, toute chose étant égale par ailleurs, hein, une espèce d'adage qu'aiment beaucoup les économistes, si on joue sur telle variable, on risque, on a des chances en fait d'améliorer le sort de la planète. C'est bon. Mais rien n'est égal par ailleurs aujourd'hui. Tout bouge. Les glaciers fondent, les sols s'érodent, les côtes s'érodent. La météorologie, enfin le climat est déchaîné. On perd une Autriche en forêt par année sur la surface Terre. Bon, donc on voit que ça ne peut pas plus durer. Et on ne peut pas penser que pendant des décennies encore, on pourra choisir la croissance. Peut-être que d'une manière contractée, il y aura, comme je disais tout à l'heure, une minorité plus réduite que jamais de bénéficiaires relatifs du capitalisme. Mais pour beaucoup d'entre nous, oui, les stations-service seront fermées. Oui, il n'y aura plus rien au carrefour. Oui, Darty sera devenu une sorte d'entrepôt avec des ruines. Ça, on peut l'imaginer parce que tous les paramètres vont en ce sens. Et plutôt que de simplement regarder d'une manière effrayée cette perspective de l'effondrement comme quelque chose qui s'abat sur nous, je milite, moi, pour l'apparition d'une avant-garde. D'une avant-garde, c'est-à-dire que le jour où, dans notre chair, le jour où physiquement, le jour où, à la manière d'un principe de réalité, il sera clair que non, on ne peut plus continuer comme avant, que ce n'est même plus une option, hein, qu'on n'a même pas à accepter ou pas accepter une mutation, un changement de régime. Il y a des gens qui soient capables de parler autrement que des fascistes. Parce que l'angoisse est un terreau fertile pour le fascisme. Et s'il faut en arriver là, mieux vaut que des gens soient prêts et ne soient pas trop étonnés lorsqu'on est face à des crises du genre, à des mutations, à des bris, hein, pour qu'on pense, qu'on structure, qu'on imagine et qu'on anticipe l'organisation en société
hein, plutôt que de simplement laisser le premier imbécile qui va s'y faire fort avoir un ascendant sur un petit groupe contre tous les autres, ce qui se produit, hélas, trop souvent. Avant d'évoluer ou d'involuer vers la, Oui. la biorégion, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester actif, justement, à ne pas subir? Ben, du point de vue, je reviens sur mon approche bilingue de tout à l'heure, c'est peut-être un travers de Canadien, mais c'est d'abord de continuer, bien sûr, à faire ce que l'on peut dans un régime où l'extrême centre règne, où l'extrême centre est violent. Moi, j'estime que l'extrême centre est aussi violent sur un mode social que l'extrême droite peut l'être sur un mode ethnique. Et cette violence-là est inouïe. Prenons ce que dit Emmanuel Macron à maintes reprises sur les petites gens. S'il l'avait dit à propos des Noirs, on trouverait ça insupportable et il aurait dû démissionner. Vous avez un président d'une république qui dit, lorsque vous vous promenez dans une gare, il y a ceux qui ont réussi et les autres ne sont rien. Imaginez qu'il ait dit, dans une gare, il y a des Blancs et il y a ceux qui sont rien. S'il avait dit ça, il aurait été contraint à la démission. Ça aurait été insupportable. Mais quand on s'attend... Et je ne dis pas que c'est mieux ou... C'est la peste et le choléra, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on tolère le mépris social beaucoup plus facilement que le racisme. Bon. Mais le mépris social, il s'exprime de tellement de façons chez lui et c'est une forme de violence. Et on n'hésite pas à réprimer de la manière la plus dure possible. C'est une violence, les écologistes, les violence gilets jaunes, symbolique et une violence, tout ce qui est plus matériel aussi. Oui, on éborgne les gens, je veux dire, on tue. Bon, et ça ne peut que s'accentuer. Donc, on est dans un rapport de force très, très défavorable parce qu'on est face à des pouvoirs qui ont les armes, les médias, la finance, l'industrie, le commerce. Ça fait beaucoup. Bon, nous, on a face à cela l'intelligence, la volonté, les affects. Bon, c'est beaucoup aussi. Puis on a le nombre. C'est énorme. Mais créer le rapport de force convenable avec les signaux suppose effectivement qu'on se demande que faire. Ce qui est très intéressant, je me suis amusé dans le livre, pour ainsi dire, à éplucher tous les livres qui s'intitulent « Que faire », de Tchernyshevsky à Jane Fonda, Jane Fonda en passant par évidemment Lénine, puis Althusser, puis Jean-Luc Nancy, puis Guillaume Apollinaire. Bon. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on s'arrête au petit bouquin de Lénine, et qu'on fait comme ce que Descartes nous invite à faire, c'est-à-dire se défaire de nos préjugés, et simplement regarder le livre, parce qu'il nous dit, ce petit livre-là est formidable. En sachant que Lénine, 2 ans plus tard, a déjà dit de ne pas le lire, parce que déjà, il n'était plus d'actualité. Ce qui est formidable, c'est les questions qui sont soulevées, et pas les réponses. C'est pas un manuel, c'est pas programmatique, mais toutes les questions sont là. C'est pour ça qu'on a continué à se poser la question que faire, mais aussi à se poser toutes les questions afférentes. Quand on veut agir politiquement, il faut penser le rapport de force. Il faut penser aussi le degré de connaissance de ceux à qui on parle. Il faut penser la légitimité de ceux qui parlent, de ceux qui posent la question déjà que faire. Il faut déjà aussi se demander à quoi renvoie ce complétement d'objet direct qui est le pronom interrogatif que, de que faire. Il faut se demander comment on médiatise la parole. Et toutes ces questions, si on met des points d'interrogation à toutes les phrases, le livre est intéressant. Bon, disons-le comme ça, parce qu'il soulève toutes les questions qui sont propres à l'engagement politique. Bon. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que, étant ainsi, ce livre-là a suscité énormément de reprises. Parce que, à toutes les générations, dans tous les courants politiques, on a repris la question que faire, qui est la question centrale en politique et qui suppose une sorte de grammaire qui n'est pas une question qu'on se pose en improvisant. Moi, la réponse que j'en suis venu à me dire, en voyant qu'effectivement la question suscite aussi beaucoup de malaise dans la modernité, étant donné qu'elle est trop programmatique, elle appelle trop un embrigadement, qu'elle est trop liée à l'autorité du parti, bon, on est tous d'accord avec ça, c'est d'inverser la proposition en se disant qu'au fond, faire que a quelque chose de peut-être plus stimulant. Parce que déjà, quand on dit faire que plutôt que faire, le que change complètement de statut, c'est plus un pronom interrogatif, ça devient une conjonction de subordination. Et en fait, le que ouvre à un subjonctif, ce qui est déjà autre chose, c'est-à-dire à du souhait, à du désir, à des perspectives, à des projections. En faire que, et là, on essaie de faire, et aussi à une interpellation qui n'est pas simplement celle de sujets spécifiques, à une interpellation de sujets très variés.
en faire qu'une conjoncture puisse advenir, pour faire en sorte que un certain nombre d'éléments souhaitables adviennent. Bon. Donc, là, je vais me permettre un petit 5 minutes de philosophie, puisque c'est là où je m'amuse. Mais au-delà de ces finesses, dans ce rapport de force-là, qu'il reste à entretenir, pour ne pas s'en tenir à la position de spectateur qui, aux 4 ans, vote, et pour ne pas être prévisible dans des rituels politiques que peuvent devenir certaines manifestations, très convenues, très prévisibles. La biorégion, du moment qu'on la pense sur un mode stratifié, sur un mode contemporain des autres institutions politiques, du moment qu'on la pense comme un projet, comme une forme de préparation à un temps qui sera résolument autre, peut être une façon d'échapper à l'angoisse, c'est-à-dire de se donner des objets. La biorégion est un objet qu'on se donne pour que l'énergie psychique qui nous envahit, tandis qu'on est angoissé parce qu'on n'a pas d'objet, se transforme en une action. Parce que là, on a trouvé un objet qui nous permet de structurer la pensée, structurer l'action, structurer la cohabitation, l'entre-gens, de telle sorte qu'on avance dans une direction qui est souhaitable, pour l'instant à la manière d'avant-garde, c'est-à-dire en vue d'un temps qu'on est appelé à vivre et qui supposera d'importantes épreuves. Et c'est la raison pour laquelle je conclurai en disant que mon travail pour l'instant s'adresse à des contemporains quant à des enjeux qui ne sont pas encore contemporains, mais qu'il faut voir venir et pour lesquels il faut commencer à se préparer tout de suite. Merci infiniment, Alain Deneau. Donc, il y a beaucoup de que faire qui ont été publiés, mais il y a un seul faire que qui sera bientôt en librairie. Je crois que c'est le 2 ou 3 octobre, aux éditions Luxe, comme toujours, fidélité. Je rappelle le sous-titre de ce livre, mieux que le Prozac, le shopping et les discours d'Emmanuel Macron, l'engagement politique à l'ère de l'inouï. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous. Merci bien sûr au laboratoire de cyberjustice de Montréal qui nous a fait cette belle proposition à QG Média d'un partenariat, de venir vous rendre visite régulièrement. Et je vous dis à tous à très bientôt. Je vous rappelle que QG est un média à 100% indépendant, ce qui n'est pas un détail. Nous en parlions en venant avec Alain. Tout ce qui se passe politiquement aujourd'hui, autant en France qu'aux États-Unis, serait impossible sans cette double peau du système que sont les chaînes d'information en continu et les grands groupes de médias possédés par le CAC 40. Donc nous nous battons pour imposer un autre discours, faire entendre d'autres voix et nous vous attendons dans ce combat. Rejoignez-nous, découvrez-nous sur qg.media. À très bientôt.